J'en suis un exemple. Et c'est vrai que je l'utilisais aussi beaucoup de dire voilà, moi j'ai commencé en bas de l'échelle, je prenais des commandes par téléphone et j'ai terminé au comité de direction. On va avoir de la chance de se dire que l'innovation, c'est dans l'ADN aussi de Nespresso. Bon, c'est vrai que t'as George Clooney, t'as la pub télé, etc. que tout le monde connaît. Derrière toi, tu dois adapter ça sur différents canaux. On avait la taille, parce qu'on était un gros marché, on avait l'argent, forcément on dégageait aussi énormément de valeur sur le sujet. Donc d'avoir ce côté laboratoire un peu spécifique pour le global et qui nous a permis justement d'avoir des innovations. Voilà, ça c'est des moments de communication en images, en presse qui sont absolument extraordinaires. Bonjour à tous, bienvenue sur Slide, le podcast du groupe Jaws. Slide, c'est le podcast qui cherche à comprendre comment les décideurs du marketing et de la communication digitale arrivent à innover. Je suis Jean-Gabriel, CEO de InHouse, membre du groupe Jaws, et je reçois aujourd'hui Jérémy, CEO de Fixers, ancien directeur marketing et e-commerce de Nespresso en France. Merci beaucoup d'être avec nous, Jérémy. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours en quelques minutes ? Avec plaisir, merci de m'avoir invité, Jean-Gabriel. Ravi d'être avec toi pour cet épisode de Slide. Donc Jérémy Herman, donc j'ai passé très très longtemps chez Nespresso puisque je suis parti fin octobre après 22 ans chez Nespresso. J'ai un peu occupé tous les postes puisque j'ai eu la chance de rentrer chez Nespresso en 2001. Au début, c'était encore un peu une start-up avant l'heure, mais du groupe Nestlé qui nous avait laissé un petit peu grandir de son côté. Donc on a commencé à 90, d'abord sur la relation client et après très vite le e-commerce est arrivé. Et j'ai eu la chance de pouvoir me développer sur ce sujet. Et j'ai passé comme ça 22 ans à grandir et évoluer. D'abord en tant que spécialiste café, donc spécialiste de la relation client au téléphone. Ensuite e-commerce et ensuite après les réseaux sociaux évidemment. Et après j'ai terminé avec aussi le retail marketing. Donc j'avais un pôle assez large entre le e-commerce et le marketing omnicanal. Ce qui m'a permis de voir un petit peu tous les touchpoints à la fois transactionnels et relationnels. Ok, super intéressant. Et donc là, aujourd'hui, tu viens de partir. Et là, je viens de partir et je viens de basculer de l'autre côté. À force de travailler avec des agences, des prestataires, des partenaires et qui sont devenus des amis. Et finalement, j'ai eu envie, justement, après la chance qu'on a eu chez Nespresso de pouvoir tester énormément de choses en communication, en expérience client, en fidélité, de pouvoir me dire que j'avais envie, justement, de monter mon agence de conseil, Fixers, pour justement accompagner aujourd'hui toutes les marques sur la partie expérience client. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as beau avoir un produit de qualité, tu as beau avoir des services de qualité, des offres de qualité. Si jamais il y a quelque chose qui pèche dans ton parcours d'expérience client, aujourd'hui, le client, c'est plus suffisant pour qu'il reste, malgré le produit, malgré tes services, tes offres. Il faut qu'il ait un parcours qui soit parfait. Et aujourd'hui, même si beaucoup d'entreprises passent du temps pour travailler sur leur parcours, et on va en parler après parce que ça touche la communication, l'ensemble des touchpoints, aujourd'hui, le moindre petit caillou aujourd'hui peut faire un petit peu dérailler justement cette relation que tu as avec ton client. Et mon travail, ça va justement d'aider les entreprises à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux dans la chaussure. Ok, ça marche. Alors, tu as été directeur marketing de Nespresso, marque iconique que tout le monde connaît. La première question que j'ai, moi, c'est comment tu fais pour arriver à innover, à être un peu créatif, un peu libre sur une marque où finalement tu es aussi scruté parce que tout le monde te connaît et tout le monde a l'image de Nespresso. Comment Nespresso France t'es arrivé à avoir une stratégie créative qui à la fois embrasse un petit peu cette image-là et arrive aussi à s'en détacher? Alors, il y a plusieurs choses parce qu'effectivement, Nespresso fait partie de deux grands groupes. Nespresso France, en tout cas, fait partie de Nespresso International et Nespresso International fait partie de Nestlé. Donc, effectivement, quand on dit ça, on a l'impression forcément de beaucoup de contraintes avec un grand groupe qui dirige un petit peu tout. Forcément, c'est une marque mondiale avec une énorme vision et une énorme organisation de manière à délivrer effectivement une expérience et une image qui sont la même dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'en tant que filiale, notre premier travail, nous, c'était effectivement d'avoir un service et une expérience qui soit auprès de nos clients, qui soit bonne. C'était avant tout ça notre travail, avant d'innover en communication, en prise de parole et autres, c'est déjà de délivrer notre produit de la meilleure des manières et justement que des clients qui soient satisfaits. Ça, c'est la base de ce qu'on doit respecter dans le deal qu'on passe avec notre HQ qui nous gère. Après, l'avantage qu'on a eu, c'est que Nespresso France a été un des premiers marchés Nespresso au monde, puisque Nespresso existe depuis 86 et Nespresso en France a été lancé en 91. Donc, on est quand même sur des marchés qui sont quand même justement extrêmement installés sur le sujet. Et jusqu'à quelques années, post-Covid, on va dire, Nespresso France était le plus gros marché au niveau monde. Les États-Unis ont dépassé effectivement la taille du marché français il y a quelques années, mais ça reste assez récent. Donc effectivement, Nespresso France avait la chance à la fois d'être un marché extrêmement mature, extrêmement bien organisé,
et en même temps le marché qui avait le plus de valeur au sein du groupe Nespresso. Okay. Donc, et après, il y a une dernière particularité, c'est que nous sommes français. Et les Français sont toujours légèrement différents du reste. Nespresso et Nestlé, c'est des organisations qui sont suisses. Ouais. Les Suisses sont beaucoup plus cadrés, beaucoup plus organisés, beaucoup plus simples. Et très vite, les Suisses ont compris qu'on pouvait pas communiquer de la même manière avec des Français, tant en termes de service, en termes d'expérience, même en tant que au niveau de la transaction, que ce qu'ils avaient l'habitude de voir dans certains pays qui sont beaucoup plus organisés, type suisse ou anglo-saxon, beaucoup plus normés effectivement que les nôtres. Donc on a eu la possibilité aussi d'être finalement assez innovant et d'avoir un deal un peu gagnant-gagnant avec notre siège pendant des années, qui était de se dire qu'on était un petit peu le laboratoire, on avait la taille, parce qu'on était un gros marché, on avait l'argent, forcément on dégageait aussi énormément de valeur sur le sujet, donc d'avoir justement un petit peu ce côté laboratoire un peu spécifique pour le global et qui nous a permis justement d'avoir des innovations en termes de prise de parole, en termes de partenariat. On a eu la chance effectivement d'avoir Roland-Garros sur le sport, ouais. On a le Festival de Cannes qui est en France. Il y a beaucoup de choses qui se passent en France, des événements majeurs et qui nous permettent d'avoir aussi des prises de communication majeures. On a la gastronomie en France qui est aussi plus importante que dans beaucoup d'autres pays. Et on a justement installé beaucoup notre communication justement sur l'accompagnement des arts et surtout sur les jeunes dans les arts. D'accord. Donc que ça soit les jeunes cinéastes avec le Festival de Cannes, les jeunes dans la gastronomie. Voilà, on a eu comme ça pas mal d'opportunités qui nous ont permis justement de prendre une place dans la communication. Et comme ce qu'on faisait était plutôt qualitatif, on a eu finalement cette capacité justement à jouer égal avec le siège, où le siège s'occupait vraiment de la communication du café, parce que c'est leur métier. Okay. C'est eux qui vont sourcer le café, qui vont créer le café. Et nous, un petit peu justement, sur toute la partie, tout ce qui va à côté, la qualité de vie, le côté esthète de Nespresso, l'art de vivre, la qualité, l'échange, etc. On avait aussi un peu cette possibilité justement de communiquer. Donc ça nous a permis d'avoir une aire de jeu finalement qui était assez libre, tout en étant encadré, parce que forcément, on est Nespresso et comme tu le dis, il y a Georges Clooney, il y a des codes à respecter, on fait pas non plus ce qu'on veut. Ouais. Et donc dans ces projets-là un peu qui sortaient du cadre justement un peu innovant, est-ce que tu as un ou deux projets en tête dont tu es particulièrement fier, que tu as trouvé particulièrement sympa, que vous avez développé en France, dont tu peux parler? On a fait plein de choses dans les partenariats, on a fait des choses assez extraordinaires. Là, on est en plein Roland-Garros pendant qu'on enregistre cet épisode. Mais voilà, on a été un des gros partenaires café Nespresso à Roland-Garros. Ouais. C'est vrai qu'il fallait installer le côté justement café, expérience. On était au début des années 2010, je crois à peu près. Je sais qu'on est une des premières marques à avoir installé le Wi-Fi dans l'enceinte de Roland-Garros, parce qu'en fait, on avait des jeux hyper innovants où les gens devaient se connecter avec leur téléphone. On faisait des quiz, on faisait pas mal de jeux digitaux avec des écrans géants. Voilà, on a eu des innovations en termes de communication qui ont été assez forts. Donc ça, c'est sur Roland-Garros, mais à côté, on a fait des choses avec les Beaux-Arts aussi qui étaient extrêmement intéressants avec les élèves des Beaux-Arts justement sur la partie recyclage, sur tout ce qu'on faisait en développement durable. Donc on a pu comme ça, et sur la partie gastronomie, on a fait le dîner des chefs sur le Festival de Cannes. Okay. Où on a eu Jean-François Piège, on a eu des chefs extraordinaires qui venaient justement faire un dîner par rapport à un de leurs films préférés. Et on avait parfois, quand on pouvait avoir, on avait même les acteurs ou les réalisateurs des films en question. Voilà, on a eu des dîners absolument extraordinaires. Voilà, ça c'est des moments de communication. Alors c'est des moments physiques, mais c'est aussi des moments de communication sur les réseaux sociaux, en images, en presse, qui sont absolument extraordinaires. Ça, c'est facile d'en parler parce que c'est des événements très connus. Sympa, mais il y a eu plein d'autres petites choses sur lesquelles on a pu communiquer dans nos boutiques, en expérience client. Voilà, ça a été effectivement un moment et des moments qui sont toujours le cas. Là, si vous avez vu la plage du Festival de Cannes aux couleurs de la Méditerranée, une très belle OP avec Pantone. Enfin, voilà, il y a des très 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 belles choses qui sont faites aujourd'hui. Sympa. Et donc là, tu parlais effectivement de tout ce qui est omnicanal en fait, qui est assez crucial pour Nespresso. Il y a évidemment la partie e-commerce, mais je crois qu'il y a une 50aine de boutiques en France. Il y a 50 boutiques en France. Il y a toute la distribution derrière. Comment tu fais, parce que toi, donc tout l'omnicanal était dans ton scope notamment. Comment tu fais pour faire bosser ensemble des cultures qui peuvent être un peu différentes entre le digital, le physique, le retail, etc. Toi, tu dois garantir une expérience pour le client qui est homogène, qui est pertinente à tous les points de vue. Comment tu fais pour faire bosser les gens ensemble et avoir une approche un peu innovante entre toutes ces personnes? Alors ça a été assez difficile pour le coup, parce que jusqu'à maintenant, on était sous une coupe qui était globale, c'est-à-dire ensemble, etc. Malgré tout, chaque équipe, chaque canal avait quand même ses équipes créatives, ses équipes qui devaient délivrer justement la communication. D'accord. Et c'est le Covid qui a réellement un petit peu rabattu toutes les cartes, parce que jusqu'à maintenant, ça restait cohérent, mais différenciant. On pouvait avoir le même lancement
sur une OP, j'en sais rien, de fête de Noël par exemple, et dans ce qu'on appelle le trade, tout ce qui est Darty Boulanger, on avait la même opération mais c'était sur un fond vert, et dans nos boutiques c'est la même opération mais sur un fond bleu. Ça paraît être un détail, mais en termes de communication, quand tu gères plein de touchpoints, il faut que ça soit cohérent, il faut que tu t'assures une cohérence de marque et une cohérence de message, de compréhension finalement entre pour les clients. Et finalement, le Covid nous a permis de nous rendre compte qu'on avait justement des effets de bord un peu trop importants. Donc on a des effets de bord importants en termes de communication, en termes d'alignement, ce qui en interne effectivement nous fait perdre énormément de temps, puisqu'on doit se mettre d'accord. Et après, on a aussi des économies d'échelle, parce que finalement, chacune des équipes e-commerce, les équipes même réseaux sociaux qui créent du contenu média et les équipes retail boutique ou les équipes commerciales pour la partie trade vont avoir leurs propres agences, vont avoir des codes légèrement différents. Ça reste Nespresso. La plupart des opérations pour un néophyte, ça restera standard, mais globalement, ça reste pas suffisamment efficace. Et finalement, pendant le Covid, on a décidé justement d'agréger l'ensemble de ces équipes. Donc, on a créé une factory interne. Ça ne veut pas dire qu'on continue pas à bosser avec nos agences, nos prestataires externes. L'objectif était pas d'internaliser la création, loin de là, mais simplement les spécialistes de chaque canal d'expression, finalement, ont été rassemblés sous une même manière. Donc déjà, effectivement, on a pu gagner en efficacité et on a pu, et c'est encore le cas, et maintenant je suis parti et ils sont encore en train de continuer à agréger justement l'ensemble des intelligences sur la partie communication pour être de plus en plus efficace. On a dû passer par ça parce que finalement, on pensait jusqu'à maintenant que chez Nespresso, on avait un ADN qui était très fort sur la partie expérience client et l'ADN omnicanal. On est une des premières marques omnicanal Nespresso parce qu'effectivement les outils, parce que toutes les choses qui ont été mises en place dans les années 90 finalement ont fait gagner du temps à Nespresso par rapport à d'autres marques qui l'ont fait bien plus tard. Et donc finalement de se dire que depuis toujours ça fonctionnait tout seul, et c'est vrai, ça nous suffisait. Et à un moment donné, effectivement, le Covid a rabattu les cartes dans beaucoup d'entreprises et on a été obligé un petit peu justement de sanctuariser et d'organiser ça un petit peu mieux. Mais c'était un long combat parce que moi, avant de partir, j'avais environ 60 personnes sous ma responsabilité, moitié interne, moitié externe, pour justement gérer à la fois la partie tech et la partie créa, qui sont des métiers un peu spécifiques et qu'on allait outsourcer souvent. Et c'est pas forcément évident de dire à tes équipes, vous devez dorénavant me présenter des plans qui soient complètement homogènes aux responsables e-commerce, aux responsables retail marketing, aux responsables commercial. Donc oui, c'est aussi un exercice de style en interne, d'être sûr, tout le monde est animé par la même envie, c'est pas le problème. Maintenant, être sûr qu'ils soient complètement cohérents et qu'ils servent un objectif global et pas simplement l'objectif de leur canal en termes d'efficacité, ça reste un exercice. Mais c'est passionnant parce que on a réussi à créer vraiment une communauté avec des métiers très différents. Sur 60 personnes, on devait avoir, je pense, une quinzaine de métiers différents. Et ça allait du digital au physique. Et c'est un combat sympathique de tous les jours pour justement les faire travailler correctement ensemble. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, ils en prennent plaisir. Donc, c'est un peu le pari plutôt gagné, ouais. On va reparler un peu après d'organisation parce que c'est intéressant. Mais avant ça, si on reparle un petit peu des contenus, t'en as parlé où chacun faisait un peu ses contenus dans son coin. Bon, c'est vrai que t'as George Clooney, t'as la pub télé, etc. que tout le monde connaît. Derrière toi, tu dois adapter ça sur différents canaux qui sont des réseaux sociaux, qui sont, j'en sais rien, tu dois aller sur TikTok. Bon, tu vas pas utiliser les mêmes assets. Comment tu crées une stratégie de contenu qui est adaptée du coup à ces canaux digitaux qui sont assez différents avec cette image de marque là que tu as derrière? Comment vous y preniez en fait pour rester cohérent tout en ayant quelque chose d'adapté au marché et adapté au canal? Alors ça c'est vraiment hyper compliqué parce qu'en fait quand tu as un siège international et une marque aussi forte que Nespresso, il y a des dizaines de marques comme la nôtre, c'est pas nouveau, mais là où c'est compliqué, c'est que en fait Nespresso a un positionnement de marque premium avec des assets et une communication qui est très spécifique, très organisée, et ça c'est vraiment l'apanage du siège. Donc c'est vrai que Clooney, tout ce qui touche à Clooney au niveau local, on était vraiment en mode exécution. On avait des recommandations parce qu'effectivement, il faut que ça puisse servir notre image et notre business sur le marché français. Donc, on a des problématiques plus RSE ou des problématiques plus expertise café. On va pouvoir demander au siège d'orienter au maximum, effectivement, les communications Clooney ou les communications de marque dans ces besoins-là. Comme on a un gros marché, effectivement, on avait aussi un niveau d'écoute là-dessus. Par contre, c'est vraiment le siège international qui va à la fois shooter les campagnes, définir les assets et effectivement les timings pour les gérer. Donc ça reste très enfermé. Et d'ailleurs, excuse-moi, petit aparté, mais les campagnes avec Jean Dujardin et Camille Cottin, c'était uniquement pour le marché français ou Non, c'est pour le monde entier. Ah oui, d'accord. Ça montre la puissance du marché français. Ouais. Parce qu'on est d'accord qu'effectivement, Jean Dujardin, il peut avoir une carrière internationale. Camille Cottin aussi, ça commence. Ouais, maintenant, c'est sûr que le marché japonais, quand on leur sort Jean Dujardin et Camille Cottin,
ça a évidemment beaucoup moins d'impact que ça peut en avoir nous sur la France. Donc ça, ce genre de choses est vraiment l'idéal international. Là où ça devient compliqué, c'est qu'effectivement, on a ce chapeau global de marque internationale. On doit respecter effectivement des guidelines qui sont très précises. Pareil, c'est le siège qui décide quand est-ce qu'ils doivent shooter aussi les campagnes, donc il faut qu'on s'adapte. Mais après, nous, on est une marque en France qui vend du café. On a des millions de clients, Nespresso a des millions de clients. Et donc forcément, il faut gérer ce timing-là. Mais après, Nespresso a un business à gérer au quotidien. Comme tu dis, on a 50 boutiques, un site e-commerce qui est extrêmement puissant. Et globalement, en termes d'opérations, de communication ou d'opérations commerciales, c'est plus de 100 activations par an. Ouais. Donc il y a 300 jours par an à peu près, si on enlève les week-ends et les congés. Donc ça fait qu'on a une activation tous les 3 jours. Ouais. Donc en fait, c'est là où ça devient compliqué. Parce que ces activations-là sont globalement, on va dire, à moitié locales et à moitié internationales. Nespresso va lancer à peu près entre 20 et 40 cafés en édition limitée par an. Donc ça, pareil, c'est du top-down, ça devient l'international et on l'adapte en France. Là, par contre, on a un niveau d'adaptation qui est beaucoup plus important que pour une campagne Clounet, même si on doit respecter quand même les codes, parce qu'on va pas lancer le café différemment en France qu'on va le lancer aux États-Unis ou en Angleterre, mais on va adapter par rapport au message. Et après, par contre, on a des opérations qui sont extrêmement locales. Okay. Et donc, finalement, c'est cet ensemble qui est compliqué à gérer. Ouais. C'est pas spécialement de se dire, on va lancer une campagne Clounet. À l'international, on a des vrais spécialistes du média, de la communication. On a des équipes qui sont extraordinaires à l'international, qui sont accompagnées d'agences qui sont extrêmement compétentes. Donc globalement, tout ce travail-là de se dire, on va adapter les formats sur TikTok, on va adapter les formats sur Instagram, etc. Même si effectivement, au début des réseaux sociaux, très clairement, on avait tendance à prendre la campagne, le spot télé, on le coupait en 5 secondes et on le foutait comme ça. Donc ça, évidemment, on a mis 1 ou 2 ans à expliquer effectivement aux agences, même des grosses agences que vous connaissez tous, qui ont pignon sur rue, à leur dire qu'on a les gars, faut quand même qu'on adapte. Et là, c'est votre métier dans ton groupe, tu connais très bien. Ouais. Il faut adapter impérativement les assets. Donc ça, je sais qu'on a eu un ou 2 ans de flottement. Vraiment, quand les réseaux sociaux sont vraiment sortis, on a eu 1 ou 2 ans de flottement pour justement adapter des assets qui soient adaptés et pas juste se dire, OK, on va le 30 secondes, on va en faire un 5 secondes, on va le mettre sur Facebook et sur Instagram et ça va faire le taf. Ça, évidemment, c'est pas vrai. Mais maintenant, une fois que tout le monde avait pris le pli, après ça s'était intégré. Par contre, finalement, c'est avoir tes 120 activations dans l'année, qui sont des activations de marque, des activations de lancement de produits et des activations commerciales, plus effectivement avoir tes campagnes Clounet, plus d'autres campagnes de marque, parce qu'il y en a plein d'autres, des campagnes de marque, il n'y a pas que Clounet chez Nespresso, même chez c'est la plus visible, mais c'est de gérer comme ça, plus un festival de Cannes, plus d'autres opérations, d'autres partenariats. Ça va être géré, là Nespresso travaille avec Maurice Sacco, Nespresso travaille avec Jean Imbert, donc voilà, il y a plein de communications autres. Ça va être de gérer finalement 200 communications par an, dans un univers où Nespresso maîtrise effectivement tous ses points de vente transactionnels. Donc ça veut dire qu'effectivement, tu gères absolument tout. Tu donnes pas ça à une marque, un distributeur qui va s'en occuper pour toi, entre guillemets, plus tous les points de vente relationnels et de communication. Donc c'est vrai qu'on se retrouve à gérer une usine extrêmement importante, c'est colossal, d'assets, de formats. C'est des centaines et des milliers de formats qui sortent effectivement toutes les semaines. Donc c'est un énorme boulot. Et ça, c'est vraiment parce que justement, l'international est très compétent, nos agences sont très compétentes, et après, les équipes locales font un travail extraordinaire. Parce que tout ça, faut un niveau d'orchestration qui est complètement dingue, et pour être très honnête, pour avoir piloté une partie de ce gros paquebot pendant des années, il y a très très peu de loupés. C'est quand on a des campagnes qui sortent tous les 3 jours, je peux te dire qu'il y a très très peu de loupés. Et donc, toi, tu avais combien de personnes qui géraient ça Au total, vraiment sur la partie vraiment e-commerce pure, j'avais à peu près... en fait, pour répondre aussi à une de tes questions que tu avais tout à l'heure, pour être sûr que ça fonctionne bien, j'avais créé une équipe à la base qui était une équipe e-commerce. Okay. Moi, on m'avait rattaché les équipes retail marketing ensuite et je les avais mis dans une seule et même équipe. Donc déjà, pour assurer une homogénéité, j'avais une équipe qu'on appelait business omnicanal. Donc il n'y avait plus de notion de e-commerce, plus de notion de retail, etc. Marketing derrière. On avait mergé effectivement les 2 équipes de manière à ce qu'on soit sûr que un plan, quand on lance un café en boutique ou sur site e-commerce, c'est lancé en même temps, de la même manière. Alors après, il peut y avoir des avant-premières et autres, mais globalement, il y a une homogénéité totale. Donc ça, ces équipes-là, finalement, business omnicanal, où j'avais le e-commerce et le retail marketing, c'était à peu près 25 personnes, okay, à peu près en moyenne. Et après, entre les équipes, j'avais des équipes sur les réseaux sociaux, des équipes expérience client. On avait aussi les équipes innovation, parce que finalement, besoin d'outils, l'innovation, la communication, besoin d'outils, plus la content factory interne. Et là, c'était de nouveau entre 25 et 30 personnes. Suivant on tournait entre 50 et 60 personnes en fonction des périodes de l'année et puis des pics qu'on devait gérer, sachant qu'on avait toujours à peu près 40% de prestataires dans nos équipes en interne. D'accord. C'est pas des prestataires c'est des prestataires in-sourcés, vraiment chez nous, parce qu'il y a besoin et on est sur des prestataires qui restent chez nous pendant plusieurs mois, pendant 1 an, 2 ans, parce qu'on a besoin effectivement d'avoir la culture d'entreprise, d'avoir effectivement ce côté justement où les gens sont avec nous et comprennent bien
pour lancer les opérations et qu'on traite pas ça qu'au téléphone ou en visio systématiquement. Donc ils sont dans les bureaux, ils sont avec nous et ils sont justement, ils comprennent bien le besoin qu'on a. Donc c'est. Ok. Et du coup, donc, sur les différents réseaux sociaux, on voit que les plateformes, bon, ça bouge assez vite aujourd'hui. Tu as dit il faut adapter à chaque plateforme. On s'aperçoit que TikTok est en train globalement de remporter la bataille de l'attention et le format vertical se décline un peu partout. Dans le même temps, tu as un Twitter maintenant X où pas mal de marques s'en détachent à cause d'Elon Musk. Tu as Threads qui arrive. Toi, chez Nespresso, comment tu voyais l'évolution de ces différentes plateformes et votre stratégie sur ces plateformes-là? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me retire de X? Comment je prends le sujet TikTok? Quelle était ta strat un petit peu sur ces différentes plateformes sociales? Alors historiquement, il faut savoir qu'on vient d'un groupe au-dessus de nous qui s'appelle Nestlé, qui a fait des très très belles opérations sur les réseaux sociaux au début des années 2000. Ouais. Il y a eu des très très belles opérations. Ils ont eu aussi quelques couacs à un moment donné, Nestlé. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont eu aussi assez peur finalement de la prise de parole. Là, je parle de 2010, 2011, etc. Il y a eu effectivement un petit recul parce qu'il y a eu une espèce de peur justement des bad buzz au début où les réseaux sociaux commençaient à devenir très importants, justement savoir comment on gérait un petit peu tout ça. Donc c'est vrai qu'on a dû commencer chez Nespresso de manière extrêmement légère, forcément sur Facebook parce que de toute façon ça a été hégémonique à un moment donné et c'était là que c'était créé. Mais après c'était très compliqué. On avait vraiment au départ des canaux de communication sur les réseaux sociaux qui étaient gérés d'un point de vue international et avec une traduction locale, on va dire, plus ou moins bien faite, mais il n'y avait pas réellement de stratégie, en tout cas locale, justement sur cette partie réseaux sociaux. Finalement, la France, en faisant un peu bouger les choses, en faisant beaucoup de push pour justement expliquer qu'il y avait la capacité à faire d'autres choses, on a pu justement ouvrir d'autres canaux et on a pu se déployer. Pendant très longtemps, Facebook est resté central parce qu'au-delà d'être un réseau social sur lequel on communique, c'est un réseau social de relations clients. Et nous, en fait, on envoie des millions de colis par an. Donc, il y a un côté relation client en plus de l'image qui est vraiment majeur. Donc, c'est vrai que pour nous, les réseaux sociaux, a longtemps été, pas uniquement, mais en grande partie, des canaux relationnels. Parce qu'il y avait cet échange avec la communauté de nos clients. Et puis, ça nous permettait effectivement, en plus de téléphone ou des emails ou d'autres, d'avoir finalement ce relationnel très, très proche. Donc, finalement, Facebook et après Instagram sont restés effectivement très longtemps en position. Twitter l'a été aussi. Pendant longtemps, Twitter était un peu le numéro 1 aussi de la partie relation client. On travaillait de manière très très proche avec Damien, avec toutes les équipes Twitter France qui étaient très très efficaces à l'époque où le bureau Twitter France existait encore réellement. Forcément depuis X, Nespresso à ma connaissance n'y est quasiment plus. On garde effectivement un accès sur la partie relation client s'il y a encore des clients qui nous parlent, mais en tout cas en termes de médiatisation, moi à l'époque où j'y étais encore les derniers mois et cette année je pense qu'ils communiquent plus dessus. TikTok, il y a des incursions qui sont faites dessus. Pendant très longtemps, il y a eu cette idée générale, et je pense que tu la connais quand vous parlez vous de TikTok dans votre groupe, qui est c'est pour les adolescents, c'est pas quali, c'est pas modéré, c'est pas géré, etc. Donc c'est vrai pendant très longtemps Nespresso qui est peut-être plus sur une position de CSP+, femme de plus de 55 ans, globalement, pendant très très longtemps, on a dit TikTok c'est pas pour Nespresso, donc forcément on n'y va pas. Il y a des tests qui sont faits depuis, je pense 2 ou 3 ans. Régulièrement, pas souvent, ça va peut-être 2-3 campagnes par an, ça commence au fur et à mesure à s'installer de plus en plus. C'est pas le réseau social où Nespresso est le plus présent. Là où il est le plus présent, très clairement, c'est sur Instagram, parce que ça correspond plus à l'image, effectivement, que Nespresso veut donner, en termes de qualité, en termes, voilà, toutes ces choses-là, Instagram aujourd'hui va être le réseau social premier en termes de prise de parole, en termes d'influence, voilà, en termes de positionnement. C'est clair que ce sujet-là, nous, comme tu le sais, on a une agence Sparkle qui est experte de TikTok et qui accompagne pas mal de grands groupes. On a pas mal de marques en fait qui viennent nous voir, ont cette idée un peu en tête que voilà, c'est les 15-25 ans. Aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres à 26 millions d'utilisateurs actifs en France de TikTok. Ça évolue quand même assez rapidement et quand tu dis 26 millions en fait sur l'ensemble de la population, en fait c'est tout le monde maintenant est sur TikTok. T'as un peu le même mouvement que t'as eu sur Insta où en fait les populations se déportent sur ces canaux-là et du coup aujourd'hui t'as plein de choses et sur TikTok Sparkle on accompagne des marques comme Citroën ou des marques de luxe assez premium etc. qui s'adressent pas forcément à un public jeune et sur lequel t'as pas mal de choses à faire quoi. Mais c'est vrai que faut passer cette barrière un petit peu que encore pas mal de gens ont dans le milieu de c'est réservé
à une clientèle assez jeune, un petit peu comme un Snapchat où on a vraiment cette non, puis je pense qu'on peut faire maintenant des trucs de plus en plus quali, effectivement. On a aussi les influenceurs de TikTok qui maîtrisent de plus en plus les codes. Et on est sur des choses qui sont de plus en plus cadrées. Et je pense que Nespresso, j'ai pas regardé dans le détail, je pense que Nespresso l'a beaucoup plus utilisé là pendant le Festival de Cannes. Bon, encore une fois, c'était une position qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Je pense, à mon avis, que les équipes actuelles et qui sont en charge des sujets, à mon avis, sont déjà plus que largement en train de travailler dessus. Donc, je pense que ce dogme a changé effectivement depuis les 12 derniers mois et ça continue d'évoluer forcément. Et donc, sur ces réseaux, tu as pas mal parlé de relations clients. Tout ce qui est marketing conversationnel, les chaînes WhatsApp qui ont été mises en place. Moi, dans mon ancienne boîte, c'est la partie relations clients et notamment service après-vente client parce que c'était de la livraison était super importante. On avait mis en place service client par WhatsApp, des chaînes WhatsApp. C'était très efficace. Vous, c'est quelque chose que vous avez mis en place. WhatsApp, c'est une plateforme que vous... Là-dessus, Nespresso, on a toujours eu justement, et c'était la particularité de la France, toujours vis-à-vis du siège, où on avait justement des équipes innovation qui étaient très très fortes. Je pense qu'on a été une des premières marques à mettre un agent conversationnel à l'époque, donc on est chatbot. Le chatbot qui s'appelle Ines sur Nespresso.com a été mis en place en 2008. Donc on a une maîtrise effectivement de toute cette partie-là très tôt, parce que très vite finalement c'était l'accélération de l'ouverture des boutiques juste avant 2010. Et c'est vrai que très vite Nespresso comme était construit sur comme tu le disais, une partie relationnelle, expérience client. C'était mon plus gros problème en tant que responsable e-commerce de l'époque, c'était de me dire en fait il y a une certaine expertise à délivrer auprès de nos clients, des échanges à avoir, ce que font extrêmement bien nos spécialistes café dans nos boutiques, parce qu'il y a vraiment un accueil qualitatif, un savoir, une communication, un échange, une expérience qui est proposée. Et finalement, sur le site e-commerce, j'ai le côté convenient, c'est rapide, c'est efficace, je me fais livrer, etc. Par contre, ce côté relationnel, il n'existait pas. Donc très vite, on s'est intéressé finalement à tous ces outils relationnels. On était des spécialistes du téléphone. Nespresso est reconnu aujourd'hui depuis 20 ans, c'est Nespresso qui a quasiment eu tous les prix en termes de relations clients, principalement par téléphone, par email, etc. Donc très vite, je vous dis, ça a commencé en 2007-2008, on a commencé à se dire, ok, comment on intègre effectivement des chatbots, des agents conversationnels, comment après on met du chat sur les sites pour effectivement pouvoir parler avec des clients, et surtout on a été, donc on a eu aussi forcément avec Facebook Messenger à l'époque et autres, et on a été une des premières marques à installer WhatsApp. J'ai eu des énormes discussions avec les équipes Facebook, Meta maintenant, avec le responsable qui est encore chez Meta et qui s'occupe de toute une partie de l'Europe, justement sur le fait qu'on voulait prendre WhatsApp, parce qu'effectivement WhatsApp a été racheté par Facebook. Nous on voulait l'utiliser parce qu'on se rendait compte que nos clients étaient beaucoup plus sur WhatsApp que sur Messenger. Et la posture à l'époque de Facebook était de se dire non, WhatsApp c'est plus pour la péninsule ibérique, donc ça va être pour l'Espagne et ça va être pour le Portugal. En France, vous êtes plutôt sur Messenger, etc. Donc en fait, on ne veut pas ouvrir la partie business de WhatsApp. On s'est vraiment battu avec eux. On a vraiment beaucoup discuté avec mes partenaires, avec eAdvice, etc., avec qui on travaillait sur cette partie-là, pour vraiment dire, nous, on croit vraiment à WhatsApp. Nos clients sont dessus, on commence à avoir des chiffres qui commencent à le démontrer. On veut vraiment que Facebook nous laisse l'opportunité, effectivement, de tester la partie business de WhatsApp. On l'a fait un peu en mode pirate, pour être très honnête. On a vraiment galéré parce qu'ils nous avaient attribué des numéros. Les numéros, c'était tous les 2 mois. C'était l'enfer. Il fallait refaire des coms auprès des clients, etc. J'ai encore plein de messages de plein de CDO de grandes marques qui m'écrivent des messages en me disant mais vous êtes complètement fou, Nespresso, tu vas flinguer ta relation client à tester WhatsApp, etc. parce que vous êtes arrivé beaucoup trop tôt. Et finalement, on a vu que Meta avait basculé effectivement et WhatsApp aujourd'hui devient leur fer de lance en Europe globalement sur le sujet. Donc oui, on a une bonne expertise sur la partie WhatsApp parce que honnêtement, je pense qu'on a été une des premières marques à le lancer. Et oui, ça reste un canal relationnel qui est hyper important. Et c'est toujours ce qu'on s'est dit chez Nespresso, c'est qu'étant donné qu'on a 50 boutiques en France, mais on les a ouverts doucement. Ça a commencé en 2002, je crois, la première boutique, si je dis pas de bêtises. Parce qu'à la base, Nespresso ne devait pas avoir de boutique. Le modèle de Nespresso, c'est de la vente à distance. Donc, moi, quand je suis rentré chez Nespresso, c'était du courrier et du téléphone. Il y avait une plateforme digitale qui permettait de laisser des messages et passer des commandes. Le site e-commerce, on l'a lancé en 2002. Et finalement, c'est parce qu'on avait un siège social rue de Prony, dans le 17e, près du parc Monceau, que les clients avaient vu assez rapidement. Et en fait, ils venaient chercher les colis directement dans nos bureaux. Donc finalement, on était au rez-de-chaussée, on a monté le bureau au premier étage, et finalement, le rez-de-chaussée, on a fait une boutique. Finalement, la première boutique Nespresso au monde est née en France. Et le business model de Nespresso a évolué avec cet accident, entre guillemets.
Et donc après on a ouvert Opéra, etc. On a ouvert toutes les boutiques et c'est le succès qu'on connaît. Et jusqu'à finalement, juste avant le Covid, on avait encore 30, 35, 40 boutiques. Maintenant on en est à 50. Je crois que les dernières boutiques on les a ouvertes pendant le Covid ou après. Okay. Et donc finalement on a eu cette logique de se dire, déjà à la base on est une logique de vente à distance, de relation à distance. On a peu de boutiques, on ne couvrira jamais le territoire. C'est pas comme Yves Rocher ou comme d'autres marques qui sont présents partout. Et on n'est pas distribué en grande distribution. Donc nécessairement, il faut qu'on ait une qualité d'expérience et de relation client qui soit de grande qualité. Et après, l'objectif, c'était de se dire, on avait un dogme qui était de se dire, on ne doit pas aller là où il y a du buzz. C'est-à-dire, c'est pas parce que demain, il y a une marque qui va ouvrir un canal relationnel et que c'est à la mode dans un petit milieu parisien qu'il faut absolument y aller. Il faut qu'on soit sûr que nos clients y soient. L'avantage de Nespresso, c'est qu'on a une relation individuelle avec chacun de nos membres du club. Donc, on peut parler avec eux, on sait les canaux qu'ils utilisent et on sait où ils ont envie de communiquer. Et donc, c'était de se dire, par contre, on va systématiquement là où nos clients sont. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé WhatsApp et c'est pour ça qu'on avait passé un deal avec Apple aussi dans les premiers mois, quand ils avaient lancé, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'était le business sur iMessage. C'était Apple Business Messenger à l'époque, ABM. Je crois que ça a changé de nom depuis, mais voilà. Et donc, on a aussi lancé une chaîne et un moment d'échange aussi, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité de nos clients avaient des téléphones Apple, parce que ça correspondait effectivement à la cible CSP+, qu'on avait, et qu'on avait quelque chose, le rapport qu'on pouvait avoir entre l'usage des Samsung, enfin des Android et des Apple était inversé, nous, chez Nespresso. Ouais. Donc, tout de suite, forcément, dès qu'Apple a dit, nous, on va commencer à réfléchir à mettre en place une des chaînes, entre guillemets, de communication sur iMessage, tout de suite, on s'est rapproché effectivement des équipes Apple Europe, et tout de suite, on a monté des use cases avec eux, parce que c'était prioritaire, parce que nos clients étaient là, et c'était facile, et c'était effectivement le meilleur outil pour pouvoir communiquer avec eux. Donc, surtout maintenant avec Apple Pay, etc. Enfin, on peut même passer des commandes si on le souhaite. Donc, ça reste extrêmement efficace. Le taux de recouvrement des bases clients de Nespresso et utilisateurs d'Apple doit être assez fort. Et plutôt bon. Même si effectivement la tendance est Android et Samsung a pas mal grignoté de part ces dernières années, on le voit. Mais oui, on a été assez, on a vu justement ce match pour le coup Apple Samsung un peu en live, justement avec l'usage des téléphones de nos clients. Mais c'est bien d'avoir justement cette connaissance client, et c'est là où est la force de Nespresso. Ce côté omnicanal et ce côté data, finalement, cette connaissance, ça nous a permis effectivement d'être toujours un peu en avance sur la partie justement relationnelle et même communication, puisque forcément la relation engendre la communication et les espaces dans lesquels on peut se trouver, pour justement s'adapter. Et c'est pour ça que nos équipes innovation sont hyper importantes chez Nespresso, expérience client, parce que justement ils ont cette capacité à aller chercher un petit peu les tendances et aller se dire, ok, nos clients sont là, est-ce que c'est pertinent, comment on fait pour y aller et comment on étend nos outils pour pouvoir le faire. Alors, si on parle d'innovation, parce que du coup, comme tu sais, nous Slide, l'objectif c'est vraiment de comprendre comment les grands groupes arrivent à innover. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu l'image de l'innovation comme des startups, les petites structures agiles, etc. Là, ce qui nous intéresse, c'est les grands groupes qui sont nos interlocuteurs au quotidien. Comment tu arrives à organiser l'innovation, à inculquer cette culture un petit peu à tous les niveaux de l'innovation, de la créativité, avec des équipes importantes en nombre, tu l'as dit. Comment ça s'organisait pour toi chez Nespresso? Est-ce que c'était une approche structurée pour faire naître de l'innovation? Est-ce que c'était un petit peu diffus et tu rassemblais un petit peu ce qui montait? Comment tu approches ça? Après, alors déjà, il faut avoir de la chance de se dire que l'innovation, c'est dans l'ADN aussi de Nespresso. Comme l'expérience client et l'expertise café, on va dire, si jamais je devais faire un triptyque, l'innovation nous permet d'être innovant en expérience en relation client, nous permet d'être innovant en expertise café et en qualité, etc. Donc, cet ADN d'innovation, et Nespresso, c'est une innovation. C'est-à-dire, l'idée de se dire, dans les années 70, d'avoir un ingénieur qui se dit, parce qu'on parle toujours du café, évidemment, le café est extrêmement important et la capsule de café, c'est une innovation. Mais avant tout, il fallait imaginer la machine qui permettait chez soi, effectivement, de délivrer un espresso de qualité jour après jour, toujours le même. Donc, cette idée d'innovation, d'abord avec la machine, et ensuite avec les capsules de café, et ensuite sur le terrain, pour aller sourcer, effectivement, des cafés, et Nespresso sur 20 à 40 cafés par an. Donc, ce côté innovation est très fort chez Nespresso. Ouais. Après, il y a l'innovation, l'idée qu'on s'en fait, et après, il y a la technologie. C'est là, d'un seul coup, on se heurte, même si on est agile, même si on veut faire plein de choses. La technologie, finalement, peut nous heurter. Et Nespresso s'est construit sur un outil qui est absolument magique. C'est un ERP qu'ils ont sorti dans les années 90, qui date de 96 ou 98, qui est la force de Nespresso, puisque c'est l'ERP qui gère toute l'omnicanalité de Nespresso. Et j'en parle parce que c'est important, parce que c'est un socle technologique qui est majeur. Parce qu'on a le même outil dans le monde entier. Il nous permet de gérer notre base de clients à l'individu, donc plusieurs millions de clients à l'individu.
donc chaque compte client dans le monde entier est sur ce même outil, et que tu achètes au téléphone, sur Internet ou en boutique, chaque fiche client, chaque achat se trouve dans cet outil-là. Et derrière, on va gérer aussi notre logistique, donc toute la pro, tous les stocks centralisés et décentralisés dans les boutiques, et on va gérer aussi tous nos partenaires, nos prestataires, toute notre facturation, notre comptabilité. Donc c'est-à-dire qu'on a un seul et même outil qui gère absolument tout chez Nespresso. Donc à la fois, c'est d'une puissance extraordinaire, c'est dingue. Puisque depuis 1996, Nespresso connaît son client individuellement, connaît son parcours. Dès qu'il pose une question par email, sur les réseaux sociaux, il y a un suivi qui est tracé, etc. On sait que tu aimes bien commander du Voluto. Nespresso est capable de te dire, si au bout de ta consommation, on sait de te dire qu'en fait, le 20 du mois, tu vas tomber en rupture et te proposer de recommander, etc. C'est extrêmement puissant. C'est de la data, mais que tu as à bon escient. C'est-à-dire, on va pas stocker la data pour stocker la data. C'est pas de la big data pour le plaisir. C'est juste la data efficace. Et en fait, en vrai, la data efficace, en fait, tu as besoin de 3-4 données, en fait. On parle beaucoup de data, mais en fait, avec 3-4 données, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Mais Nespresso a la chance d'avoir cet outil centralisé dans le monde entier qui nous permettait de piloter notre business sur l'ensemble des canaux transactionnels et relationnels. Ça, c'est une force. Après, quand tu as un outil comme ça, qui fait tout, sur une technologie des années 90, bah, c'était un peu ça ma question. C'est le même outil depuis 30 ans? C'est le même outil depuis 30 ans. Waouh. Tu dois avoir des équipes techniques qui le font évoluer. Perpétuellement, c'est un outil propriétaire. Alors dessus, on a ajouté des choses. Par exemple, pour le e-commerce, on a ajouté un outil qui s'appelle Ibris, qui est assez connu, qui est une des plus grosses plateformes e-commerce. Maintenant, effectivement, quand les équipes Ibris, des fois, venaient nous rendre visite quelques années plus tard et demandaient à regarder leur bébé, en général, ça ne ressemblait plus à l'Ibris qu'on leur avait acheté. Parce que le truc, il avait été intégré, tordu, etc., etc. Donc, effectivement, on se retrouve avec un core système qui est extrêmement solide, extrêmement puissant. On a déjà essayé de le changer. Ah ouais, okay. Complètement. Okay. Ça n'a jamais réussi. J'imagine le legacy est tellement important. Exactement, le legacy est tellement important. Et surtout, effectivement, peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas le recul de la success story Nespresso d'aujourd'hui et de l'évolution technologique, parce que la technologie a évolué d'une manière majeure, et on le voit aujourd'hui avec l'IA et avec tout ce qui se passe. Et donc, il y a beaucoup de choses qui avaient été développées un peu, entre guillemets, dans le dur. Et aujourd'hui, finalement, pour détricoter cette pelote de techno, de couches et de surcouches, c'est très long. Donc finalement, Nespresso s'est construit à la fois sur l'innovation, à la fois sur le produit, mais à la fois sur ses outils. Ils ont été innovants dès le départ, ce qui a contribué à la success story Nespresso. Mais après, dans le temps, les équipes restaient toujours innovantes, agiles, avec plein d'idées. Je peux te dire qu'on a plein d'idées, j'ai plein d'idées, mes équipes avaient plein d'idées, on avait tous plein d'idées. Mais à un moment donné, tu te heurtes. Plus la technologie avance et plus le temps avance, plus tu te heurtes, effectivement, à ce core système, à cette legacy qui doit être présente. Donc il y a des choses pour lesquelles, comme la relation client, où effectivement tu vas pouvoir contourner le système, te plugger un peu différemment. On a travaillé avec eAdvise, c'était un peu décorrélé des systèmes. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu dois faire à côté, tu dois très très bien le faire. Parce qu'après, ce qu'il faut imaginer, c'est que souvent on pense à la technologie pour le client, à l'innovation pour le client, mais il faut surtout penser aussi à tes équipes en interne. Nespresso en France, c'est 1300 personnes, mais c'est 800 personnes qui sont en contact avec les clients en direct. Soit dans les boutiques, soit à la direction de la relation client. Donc à un moment donné, tu peux pas te permettre, quand tu imagines un super truc, WhatsApp, sur Apple Business Messenger, un super outil de communication pour tes clients, mais que derrière, tes spécialistes café qui traitent les clients, qui font la relation client au quotidien, soit en face à face dans les boutiques, soit au téléphone, passent 3 heures pour faire une manip parce qu'en fait, ils se retrouvent avec 10 000 plateformes. Ouais. Donc en fait, dès que tu faisais quelque chose en dehors du système, il fallait que tu le fasses extrêmement bien parce que tu devais faire un truc propre pour tes équipes. Parce que déjà, Nespresso croit beaucoup à la symétrie des attentions. Et ce qu'on propose à nos clients, on doit le proposer sur nos équipes. Donc il y avait cette idée-là. Mais nécessairement, en dehors effectivement de tout ce que tu peux faire un peu dans le système, dès que tu touches au core système, par contre, c'est très compliqué. Je te donne un exemple. Je pense que tu as accès à tes factures sur Nespresso.com seulement, je crois, depuis quelques mois ou depuis 1 an ou 2. Je crois que je l'ai ouvert la première fois. Je reprends mon premier PowerPoint où je suis allé au siège international pour monter le sujet d'avoir les factures dans Nespresso.com. Je crois que ça date de 2008 ou de 2009. Parce que tu vois, là, c'est très compliqué de gérer ce genre de trucs. Donc, tu avais les choses qui étaient... Nespresso peut être très en retard sur des choses qui peuvent paraître simples sur la partie commerce, accéder à tes factures, accéder à certains documents, et être très avancé sur d'autres parce que justement la constellation technologique en dehors des systèmes est justement très puissante. C'est marrant parce que dans mon ancienne boîte e-commerce aussi, on avait exactement le même sujet facture. C'est un outil, un ERP interne qui avait été développé, qui faisait tout très bien et tout. Mais à un moment donné, au début, la partie facturation, je sais pas, avait pas été intégrée dedans. Et pareil, on a sorti la facturation super tard.
par rapport au rythme de développement de la boîte. C'est assez marrant, c'est exactement la même histoire. Ok, on parle d'innovation, donc bon, on est obligé de parler un peu d'IA, vu que tout le monde en parle. Je sais pas si tu étais à Vivatech il y a quelques jours, mais c'était le sujet partout, et je pense que ça va être le sujet du Vivatech encore quelques années. Alors, au-delà des discours, de ce qu'on peut voir, notamment, nous, ce qu'on voit beaucoup sur la partie création de contenu, c'est toutes les IA qui te permettent de créer du contenu vidéo vraiment de qualité rapidement. Ça, t'as l'effet un peu waouh, c'est assez intéressant. Mais est-ce que toi, concrètement, dans tes équipes, tu as vu des applications, des moyens de les utiliser, des cas pratiques où en fait, ça vous fait vraiment gagner du temps? Est-ce que pour toi, à ce stade, on est encore dans le stade du discours, de la discussion de salon, ou est-ce que tu as vraiment des applications concrètes dans nos métiers, dans les équipes de Nespresso? Alors encore une fois, moi je suis parti là maintenant il y a un peu plus de 6 mois. Ouais. Donc certainement des choses et je suis plus dans le secret des dieux. Déjà en 6 mois ça va vite. Ouais. Donc déjà en 6 mois ça va très vite. Donc déjà je veux pas du tout préempter ce qui est fait actuellement parce que depuis fin octobre et là on est début juin, il a pu se passer énormément de choses et j'avoue que je suis plus tout le détail de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a certainement des choses qui ont été mises en place. Nestlé est une entreprise, un énorme groupe qui a des moyens et je sais effectivement qu'ils travaillaient avant que je parte sur justement mettre à disposition de toutes leurs marques des IA qui puissent les aider. Moi, ce que j'avais commencé à mettre en place et ce qu'on a commencé à mettre en place avant que je parte, c'est effectivement, et comme je te disais, on a une relation client qui est extrêmement importante. On parle de millions de clients, on envoie des millions de colis. Effectivement, cette relation client pour nous, elle est très importante. Et moi, et en plus, j'étais membre avant de partir. J'étais administrateur de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Okay. Tous les métiers justement de la relation client. Et c'est vrai que c'est un enjeu qui est énorme parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent que justement avec l'arrivée de l'IA, on va supprimer les centres d'appel ou les centres de relations clients. On l'a vu, il y a certains gros acteurs des centres d'appel, notamment en bourse, qui ont beaucoup souffert d'annonces. Parce qu'effectivement, c'est un énorme problème et c'est une énorme erreur surtout. Parce que moi, ma croyance, c'est vraiment d'utiliser l'IA comme étant l'augmentation d'un collaborateur. C'est-à-dire, ça va te permettre d'aller plus vite, ça va te permettre de prendre des décisions plus rapidement pour justement avoir toute ta valeur ajoutée. C'est-à-dire, l'IA va t'aider aujourd'hui à supprimer toutes tes tâches à faible valeur ajoutée pour justement te concentrer sur la partie empathique, la partie réflexion, la partie stratégique et la partie relationnelle. Même si effectivement les IA, et on le voit, il y a des annonces qui ont été faites il y a pas longtemps, le côté empathie et le côté relationnel, je sais qu'ils ont fait des tests aussi avec des IA doc, enfin des médecins, même sur les annonces effectivement auprès de patients, sur la partie relationnelle et empathique, les outils se déroulent pas trop mal. Ouais. Malgré tout, je pense qu'il faut bien réussir à gérer justement ces deux parties entre eux. Je crois vraiment beaucoup à avoir mon moi augmenté. Et moi, depuis que je suis indépendant, maintenant que je suis en train de créer ma structure, j'utilise effectivement mon Jérémy de chatbot quotidiennement parce que justement, je travaille entre guillemets avec moi-même pour justement l'augmenter, qui m'aide et qui me fasse avancer plus vite. Et en travaillant tout seul, moi qui travaillais avec 50 personnes, maintenant je travaille tout seul avec mon chatbot, pour le coup, ça m'aide, mon IA, pour justement essayer de faire des choses. Ouais. Et c'est quelque chose chez Nespresso qu'on a essayé de faire. Si jamais je te donne un exemple très précis, si on parle sur les réseaux sociaux, c'est des centaines de milliers de demandes de clients qu'on peut avoir, etc. Là, moi, je voulais pas automatiser complètement les conversations. Je trouve que c'est idiot. Je trouve que c'est pas respectueux forcément pour les clients parce que tout le monde comprend pas. On parle beaucoup d'IA dans nos métiers. Maintenant, le reste de la population, est-ce qu'ils comprennent réellement de quoi on parle? C'est vrai. Y a aussi toute cette connaissance là. Et après Nespresso, encore une fois, on va avoir une relation qui est individuelle, qui est précise et qui est personnalisée. Et ça, tu peux pas encore le faire avec une IA complètement. Donc, par contre, se dire qu'on fait gagner du temps à mes équipes qui répondent sur les réseaux sociaux, la première question que mes équipes devaient poser sur les réseaux sociaux, tu m'écris pour me dire que tu as un problème de livraison, un problème quelconque, etc. Ça devait te demander ton nom, ton numéro de membre du club et ta commande. Cette phase-là n'a strictement aucun intérêt, effectivement, pour un être humain, de répéter ça 102 fois dans sa journée. Donc, par contre, toute cette phase-là, les équipes ont travaillé sur l'ensemble des parcours, et c'est pour ça que c'est important de bien connaître tes parcours clients, pour savoir justement quelles sont les zones, justement, à faible valeur ajoutée. Et là, tu fous de l'IA au maximum. Tout ce que dans ton parcours relationnel, administratif, organisationnel, technologique, à faible valeur ajoutée pour des équipes, mettez de l'IA. Ça, pour moi, c'est la première chose. Ouais. Après, on verra sur la suite. Mais déjà, le temps de passer là-dessus est déjà un temps bien utilisé. Ok. On parle d'IA, on parle d'innovation. On en avait pas mal parlé la dernière fois qu'on s'est vu aussi. On peut aussi innover dans la manière de s'organiser et tu en as pas mal parlé il y a quelques minutes sur la politique entre
qu'est-ce que je fais en interne, qu'est-ce que je fais en externe. On voit aujourd'hui que les modèles s'hybrident pas mal. Moi, comme tu le sais, je dirige In-House, qui est notre agence où on place chez nos clients en fait des consultants sur certaines expertises qui viennent s'intégrer aux équipes de nos clients. Chez Nespresso, comment ça s'est déployé un petit peu ces dernières années, la politique entre qu'est-ce que je vais faire en interne, à quel point je vais aller chercher des expertises. Tu disais que tu avais, je crois, 40% des équipes qui étaient des externes. Exactement. Pourquoi? Comment tu le fais? Est-ce que ça aussi, ça a évolué dans le temps? Aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de marques qui se posent des questions là-dessus et on voit, nous, à notre niveau, que les modèles changent pas mal. Quelle vision, toi, tu as là-dessus sur le bon modèle ou en tout cas la manière dont tu as essayé de trouver le bon modèle chez Nespresso? Il faut un modèle équilibré. Déjà, il faut reconnaître plusieurs choses. C'est que, en interne, faut arrêter de penser qu'on sait tout faire. Les équipes de corpo peuvent être d'excellents chefs de projet, chefs d'orchestre, parce qu'ils connaissent leurs produits, ils connaissent leur stratégie, ils savent où ils veulent aller et ils savent comment y aller, la majorité du temps. Je parle d'entreprises qui fonctionnent bien. Par contre, la manière de le faire, le marketing, la communication, les réseaux sociaux, tourner des vidéos, développer des sites internet, développer des plateformes techno, etc., ça reste des métiers. On est sur des choses qui évoluent tout le temps. Tu l'as dit, TikTok arrive, ça renverse les codes. On est sur de la vidéo verticale. En fait, très régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, soit les technologies, soit les manières de communiquer évoluent. Je pense que les corpos n'ont pas les moyens, même si jamais ils font énormément de formation, d'avoir des équipes qui sont tout le temps au taquet sur ce qui se fait en termes de technologie, de communication, d'innovation. Tu dois avoir des chefs de projet, tu dois avoir des directeurs, tu dois avoir des head of, des managers qui sont conscients de leur environnement, qui sont conscients de tout ce qui se passe, mais par contre, ils doivent s'appuyer sur l'extérieur nécessairement parce que vous êtes beaucoup plus agile, les agences, les prestataires, etc. Plus agile justement pour trouver la bonne personne, le bon moyen, la bonne manière de faire. Donc je pense qu'il faut justement avoir cette agilité. Et nous, chez Nespresso, on avait déjà cette idée de se dire, Nespresso s'est toujours reposé beaucoup sur des agences extérieures, déjà parce qu'il y a des communications, et tu te doutes bien que pour monter effectivement des opérations avec Georges Clounet en interne, t'as pas du tout la puissance ni l'organisation pour le faire. Et vu la volumétrie, c'est impossible. Il faut il faut des équipes. Quand on tourne ce genre de choses, des spots télé, tous les assets qu'il faut produire, etc. Il faut forcément être accompagné par des équipes d'experts qui sont à l'externe, même si en interne, encore une fois, il y a des équipes qui sont extraordinaires, mais ils ne peuvent pas tout gérer. C'est impossible. Donc c'est plus des équipes de stratégie, c'est des équipes de chefs d'orchestre qu'on a principalement en interne. Et après, il y avait deux choses. C'est de se dire, il faut reconnaître l'expertise des externes, assumer qu'on ne sait pas tout faire en interne. Et après, avoir le bon équilibre, c'est aussi, quand c'est des nouveaux métiers, te baser sur l'externe pour montrer que tu peux générer de la valeur en ayant des équipes. Au départ, quand j'ai lancé le e-commerce, l'histoire de Nespresso, c'est qu'effectivement, au départ, il y a eu Georges Clounet. On s'est lancé sur le e-commerce. Il y avait assez peu de références de café. Je crois qu'on avait 12 références de café. Okay. Et on sortait 2 éditions limitées par an, à peu près, versus 40 maintenant. Ouais. Donc c'est vrai que moi, j'ai commencé à gérer le e-commerce. On m'a donné un stagiaire, un petit bureau. Et globalement, je mettais, à l'époque, le parcours était assez simple. Je pense que j'avais 2 bannières et le nouveau café du semestre, globalement, pour te répéter. Et globalement, je le mettais en ligne. Et après, tu partais en vacances. Après, je faisais autre chose. Et c'est là où j'ai appris mon métier sur le digital et justement pu faire d'autres choses parce que j'avais pas le e-commerce à gérer. Parce que justement, je pouvais tester d'autres choses. Mais en fait, ça restait assez simple. Quand les choses se sont complexifiées, il s'était quand même passé quelques années. Et donc, j'ai dû avoir des mecs un peu plus costauds, des développeurs, des techs, des mecs qui gèrent la data, les statistiques pour vérifier, etc., des analystes, etc. Pour quand j'étais voir mes patrons qui étaient très à l'écoute, mais que je leur ai dit, j'ai besoin en fait de doubler ou tripler l'équipe. Ils m'ont dit, non. Ça fait des années que tu gères le truc avec ton stagiaire, ça marchera très bien. Et donc en fait, le parti pris que j'ai eu, c'est de dire, ok, laissez-moi prendre un mec. Donc un mec, ça va me coûter, j'en sais rien, en fonction de l'agence avec laquelle tu passes, j'en sais rien, 100 000 euros par an avec les fees. Pour le gérer, et ben après sur 100 000 euros par an, tu vas dire voilà, l'objectif c'est que derrière, je vais en générer 200, 300. Et puis petit pousset. Et j'ai commencé comme ça finalement, en allant chercher des experts à l'extérieur, démontrer la valeur que ça avait. Et finalement pour l'entreprise, il y a peu de risques. C'est un investissement ad hoc sur une année ou sur 6 mois, et tu arrives à démontrer effectivement la valeur que tu génères. Ce qui m'a permis effectivement de créer un socle où j'avais aujourd'hui, je te dis, entre 50 et 60 personnes. Et quasiment moitié-moitié entre les internes et les externes. Ça, c'est le premier point, c'est que ça t'aide. Et c'est un excellent moyen. Aujourd'hui, je défie n'importe quelle boîte, n'importe quel CFO de remettre en question ce test parce qu'honnêtement, c'est très efficace. Ça t'évite de recruter un CDD qui coûte quand même plus cher, un CDI, et au moins, tu as un expert, tu as une agence qui t'accompagne,
Jamais il y a un problème, ils peuvent te le changer. Et globalement, tu peux maîtriser tes coûts. Donc, c'est un très, très bon moyen de pouvoir le faire. Et ensuite, après, il y a ce côté, ce que je te disais, c'était de se dire, à un moment donné, je lance un nouvel outil, je lance une nouvelle technologie. C'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir des experts, des externes. Aujourd'hui, la technologie du site e-commerce, il est fait d'une certaine manière. On a vu, il y a des technos qui disparaissent du jour au lendemain. Si jamais, effectivement, il y a 10 ans, tu avais recruté un mec qui était spécialiste en Flash pour gérer ton site e-commerce, bon, bah, après, t'es content. C'est assez compliqué à gérer. Donc, il y a cette capacité, justement, d'être aussi agile. C'est de s'être accompagné par des externes. Et d'avoir cet équilibre. Mais il faut bien gérer l'équilibre, par contre. Faut pas se déséquilibrer. Ce qui a été le cas chez Nespresso à un moment donné, où effectivement, j'avais un ratio 3/4, 1/4 entre des externes et des internes. Parce que finalement, j'avais réussi à faire grossir mon pool externe très rapidement parce que c'était qualitatif et c'était efficace d'un point de vue financier, en termes de ROI, etc. Et à un moment donné, on a dû justement rééquilibrer les choses. Et du coup, justement, quand tu internalises, quand tu as besoin de faire venir des expertises, des compétences, sur ces sujets-là, en plus, parfois, ça peut être des gens assez jeunes, etc. Comment tu fais pour attirer les talents? Parce que finalement, quand on se parle de créativité, d'innovation, etc., à la fin, on arrive souvent sur comment j'attire les bonnes personnes, comment j'attire les talents là-dessus. Toi, chez Nespresso, comment tu faisais justement pour avoir les bonnes personnes, les faire venir en interne, avoir les bons chefs d'orchestre dont tu parlais, mais aussi là où il y avait un besoin vraiment récurrent, important, l'expertise technique. C'est quoi un petit peu la strat? Est-ce que tu capitalises tout sur la marque? Est-ce que tu as des approches un peu différentes? Alors la marque a joué pendant longtemps. C'est beaucoup moins le cas maintenant, faut être très honnête. Okay. Les jeunes, c'est plus la marque de papa-maman. Maintenant, Nespresso, qu'effectivement, c'était moins le cas il y a 10 ans. Donc pour le coup, c'est vrai que Nespresso travaille beaucoup justement sur rajeunir et travailler justement sur son image de marque et certaines communications que tu as peut-être vu passer avec les acteurs de Ozark ou de Bridgerton, effectivement, aident à travailler ce côté un peu plus jeune. Malgré tout, effectivement, dans ces dernières années, on avait moins ce côté-là. La marque avait ça. Maintenant, on s'est reconnu quand même comme un cas d'école, un cas marketing, une entreprise innovante, une entreprise où il fait globalement bon vivre, où il y a l'évolution interne. J'en suis un exemple. Et c'est vrai que je l'utilisais aussi beaucoup, de dire voilà, moi j'ai commencé en bas de l'échelle. Je prenais les commandes par téléphone et j'ai terminé au comité de direction. Donc c'est aussi un exemple. Qu'en interne, on a une qualité justement des ressources humaines, de mobilité, de formation et d'accompagnement des équipes. Et des cas comme le mien, je suis pas le seul. Il y en a des dizaines en interne. Donc c'est vrai qu'on a un turnover assez faible. Ça s'explique aussi. On a une marque employeur qui est assez forte. Okay. Les équipes ressources humaines de Nespresso font un excellent travail là-dessus pour justement être très présents, très communicants sur le sujet. Maintenant, oui, c'est de plus en plus difficile de recruter des plus jeunes. Et ça reste efficace, de passer justement par l'externalisation. Ouais. Parce que finalement, passer par l'externalisation, c'est pas Nespresso qui recrute. Ça va être ton agence, ça va être ta société qui va recruter. Et après, justement, on va créer des liens. Et après, parfois, certains externes, on les internalise, etc. On a aussi, c'est l'externalisation, finalement, c'est aussi un pré-sas, finalement, parfois du recrutement. Ouais, non, c'est sûr. Pour trouver justement les bonnes personnes. Et parce qu'on fait confiance aussi à nos partenaires. Parce que forcément, moi, quand je vais chercher un profil, et parce que je dois respecter aussi plein de règles d'organisation, d'appel d'offres et autres. Donc, on a quand même un pool d'agences autour de nous qui sont quand même importants. Donc, c'est vrai quand je lance un recrutement d'un développeur, d'un webmaster, d'un chef de projet en communication, d'un graphiste, d'un UX, etc., forcément, je vais collecter ma demande auprès de 3-4 agences partenaires qui nous connaissent très bien. Ils vont nous proposer une dizaine de profils. Ça nous permet aussi d'avoir comme ça aussi une qualité de sourcing qui est quand même assez forte. Ok. Je vois qu'on arrive déjà à 1 heure. J'ai 3 questions pour terminer un petit peu. La première, c'est un peu de prospectif. Là, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait beaucoup de Web3, etc. C'est quoi pour toi les prochains sujets ou le prochain sujet que tu vois arriver dans nos métiers? Est-ce qu'on va rester sur l'IA un petit moment? Est-ce que tu vois d'autres tendances, d'autres sujets dont on va beaucoup parler? Je pense que sur l'IA, on est vraiment qu'au début. Je pense que, je sais plus où j'ai lu ça, mais je pense que ça devait être pendant Vivatech que j'ai dû l'entendre, donc je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est pas de moi. Je pense que la révolution réelle de l'IA n'a pas encore commencé, en fait. Et je pense qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se passer parce que ça soit d'un point de vue, métier de la communication, métier technologique, mais après, il y a toute la partie classique de la société française et de la société en général, l'éducation, le quotidien, tout ça encore, cette vague-là, elle n'est pas encore arrivée. Et ça, je pense que ça va durer quelques temps. Okay. On le voit avec les voitures, on le voit avec tout ça. Et je pense que j'ai 2 enfants, j'ai 2 adolescents qui sont au collège et lycée. Et je pense j'espère que l'éducation nationale s'est saisie du sujet parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en cohérence avec ce qu'ils font au quotidien, en fait. Donc oui, je pense qu'on est au tout début sur l'IA. Si tu devais donner un titre de film à ce que tu fais. Si je devais donner un titre de film à ce que je fais,
En fait, alors c'est pas un titre de film, mais globalement c'est vraiment le nom de ma boîte. Et c'est pour ça que je l'appelais Fixers. Ouais. Comme je commence à être âgé maintenant, avant de jouer aux jeux vidéo, je jouais à des jeux de rôle sur papier. Et j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelait Cyberpunk. Maintenant, c'est un jeu vidéo sur PlayStation qu'on connaît bien. Et en fait, un fixeur, mais il y a aussi le fixeur dans la vie réelle, puisque c'est les gens qui accompagnent aussi les journalistes sur le terrain, sur les théâtres de guerre. Mais effectivement, dans Cyberpunk, un fixeur, c'est quand tu dois réaliser une mission. C'est un peu le mec qui va te trouver justement tout le matériel, toutes les infos, toutes les intels, qui va te permettre de solutionner, enfin de réussir ta mission. Et c'est un peu comme ça que j'ai construit ma boîte. J'ai rajouté un petit Z à la fin parce que c'est mon côté un peu gamer et un peu geek. Mais effectivement, je pense que le nom de ma boîte peut être un nom de film justement. Ou de série, une série d'experts fixeurs. C'est ça exactement ça. C'est un peu ça. Voilà, il y a un peu ce côté-là où justement j'interviens pour essayer de régler un petit peu tous les problèmes. Pas n'importe quel problème, parce qu'il faut que ça reste effectivement dans les domaines que je maîtrise. Mais effectivement, tous les domaines d'expérience client, d'innovation, de marketing, ouais. Ok, et dernière question du coup, quel est le conseil que tu donnerais au Jérémy en début de carrière, donc à 25 ans? Bon, toi, tu as fait l'essentiel de ta carrière chez Nespresso. Est-ce qu'avec le recul, tu dirais, fais ça parce que fais la même chose et tout? Est-ce que tu aurais donné des conseils peut-être pour faire un peu différemment? Voilà, t'as le Jérémy qui sort d'études en face de toi, tu lui dis quoi? Sincèrement, honnêtement, et je l'ai dit il y a pas longtemps sur LinkedIn parce que j'ai mis vachement de temps à le dire, parce que je suis autodidacte, justement, j'ai pas fait d'études et j'ai vraiment commencé tout au moins de l'échelle et j'avais zéro bagage et je pense que je redonnerais, je pense que je reprendrai le conseil que m'a donné mon père et qui est vraiment très efficace pour le coup, et c'est celui que je donne à mon fils encore aujourd'hui qui va avoir 16 ans. C'est peu importe ce que tu fais globalement, quand on te demande de faire quelque chose, dis que tu sais le faire, parce que les personnes sont obligées de te le montrer au moins une fois. Et t'as juste à le reproduire et t'apprendras au fur et à mesure comme ça. Et finalement, je pense que ce côté-là, quand j'ai dit à mon père à 19 ans que je voulais bosser, il m'a dit de toute façon, t'as pas fait d'études, t'as pas appris grand-chose, mais au moins t'as une bonne mémoire. Donc dis toujours que tu sais faire quelque chose. On va te le montrer une fois et reproduis. Et jusqu'à temps que tu maîtrises, jusqu'à temps que t'apprennes et jusqu'à temps que t'évolues et que tu passes à l'étape supérieure. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Ça m'a plutôt bien servi jusqu'à maintenant. Donc je pense que là-dessus, je changerai pas. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. C'est fini pour cet épisode de Slide et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup.